1990. Un week-end d'été ordinaire à Gainesville, dans l'État de Floride. Les étudiants se préparent à entamer leur premier semestre. Personne ne se doute du cauchemar qui se prépare et qui va secouer cette ville universitaire d'habitude si tranquille pendant plusieurs mois. Dimanche 26 août. La police de Gainesville reçoit un appel de la résidence Williamsburg. Les parents de Christina Powell, une jeune locataire de 17 ans, demandent à pénétrer dans l'appartement de leur fille. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils apprennent que Christina et sa colocataire, Sonia Larson, âgée de 18 ans, n'ont pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Mon adjoint m'appelle et me dit « Chef, il faut que vous veniez. » Pourquoi ? On a un double homicide. Lorsqu'ils pénètrent dans le duplex, les policiers découvrent les corps ensanglantés de Christina Powell et de Sonia Larson. Elles étaient décédées depuis un moment. Plusieurs jours, sans doute. Le corps de Sonia est découvert sur son lit. Sonia Larson est morte en quelques instants. Elle a été assaillie, puis poignardée à plusieurs reprises. Elle était probablement en plein sommeil. La mare de sang indique qu'elle a été tuée sur place. Mais à un moment, l'assassin l'a tirée vers le bord du lit et lui a écarté les jambes. À l'étage inférieur, les enquêteurs découvrent le corps sans vie de Christina Powell. La scène de crime était totalement différente. Cette victime avait été agressée sexuellement et de toute évidence, il avait passé un long moment avec elle. Elle avait des marques au poignet, là où elle avait été attachée avec du gaffeur. Elle était sur le dos, les jambes écartées. Après son décès, ses seins ont été en partie amputés. En retournant le corps, on a découvert des plaies dans le dos. La brutalité des deux meurtres est insupportable, même pour les policiers les plus endurcis. Naturellement, j'ai visualisé très clairement ce qui s'était passé. C'est le genre d'horreur que je ne voudrais pas voir arriver à ma famille. Mon devoir était de protéger ces jeunes gens. L'examen des plaies donne aux autorités un indice sur le type d'arme utilisée pour poignarder les victimes. Les blessures comportaient des caractéristiques qui nous ont orientés vers un couteau militaire du type Ka-Bar, un poignard de la marine. Un couteau est une arme qui induit un contact intime. On garde la main sur le manche pendant qu'on pénètre dans le corps qu'on poignarde. Les enquêteurs trouvent des traces d'effraction sur la serrure de la porte de service. C'est sans doute par là que l'assassin s'est introduit. On a découvert que cette porte ne fermait plus. J'ignore si les propriétaires savaient que cette porte n'était pas verrouillée. Très vite, un autre indice important est retrouvé près de la dépouille de Christina. Il avait placé une serviette et un flacon de liquide vaisselle à côté du corps, qu'il a probablement utilisé pour effacer toute trace du viol. À la fin de l'examen de la scène de crime, nous savions que nous avions affaire à quelqu'un qui connaissait le travail de la police.
Certains ont pensé à un cambriolage ou à une histoire de cœur qui avait mal tourné. Ça me paraissait peu probable, surtout au vu de la nature des blessures. Du bondage avait été pratiqué et les victimes comportaient des lésions post-mortem caractéristiques de beaucoup de tueurs en série. Il ne s'agissait pas d'une dispute qui avait mal tourné. L'assassin nous envoyait clairement un signal. Nous étions en présence d'un tueur en série, sans l'ombre d'un doute. Les tueurs en série aiment tuer. Ce sont des chasseurs. Ils chassent des proies humaines. Mais combien de victimes allait-il faire avant de quitter Gainesville? Comment faire pour rassurer les étudiants de l'Université de Floride? Pour leur dire qu'on était là, qu'on pouvait les protéger? Je savais que ça allait continuer. Août 1990. La nouvelle de l'assassinat abominable de deux étudiantes, Christina Powell et Sonia Larson, se répand comme une traînée de poudre dans la ville de Gainesville, en Floride. Je me suis dit que quelqu'un avait pris notre université pour cible, comme Ted Bundy s'était attaqué à l'université de l'État, à Tallahassee. Une fois qu'il aurait terminé, il poursuivrait son chemin, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Les inspecteurs sillonnent le quartier, mènent des enquêtes de voisinage et recherchent des indices. Sans succès. Les témoins oculaires étaient rares. Ça a compliqué l'enquête. On n'a trouvé personne qui était passé par là en voiture. Aucun trouble à l'ordre public n'a été signalé. Aucun voisin n'a pu dire « Oui, je l'ai vu » ou « J'ai vu des gens s'enfuir ». Les autorités de la ville constituent rapidement un groupe d'enquête et demandent l'aide d'autres juridictions et agences gouvernementales, dont le FBI. Nous avions besoin de gens capables de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'assassin. Un tueur en série est un individu qui tue 3 personnes ou plus sur une période donnée. Entre chaque crime, il s'écoule un laps de temps pendant lequel il va redescendre émotionnellement. Il tue un temps, il tue à nouveau, et ainsi de suite. Tandis que la police de Gainesville met tout en œuvre pour prévenir une nouvelle agression, à Alachua, une employée du bureau du shérif manque à l'appel. Krista Hoyt, une réceptionniste de 18 ans, devait commencer son travail à minuit. À toutes les unités, recherchons Krista Hoyt. Son responsable indique qu'elle ne s'est pas présentée à son poste. Prière de lui demander de prendre contact. Vers minuit et demi, un adjoint du shérif est envoyé chez elle. J'ai frappé à sa porte pendant plusieurs minutes. Comme je n'avais aucune réponse, j'ai contourné la maison. À l'époque, il y avait une barrière grillagée qui bloquait l'accès. Elle était à terre, comme si quelqu'un avait marché dessus. Ça n'était pas normal et je me suis inquiété. Le policier constate également que la baie vitrée coulissante de Krista a été forcée. Les stores vénitiens étaient légèrement relevés d'un côté. Alors je me suis mis à 4 pattes pour tenter de voir à l'intérieur de l'appartement. C'est là que j'ai vu Krista sur le lit. J'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. C'était insensé. Elle avait été décapitée. Des morts, j'en avais déjà vu, mais je n'avais jamais été confronté à une horreur pareille, à un tel massacre. L'adjoint du shérif attend des renforts avant de pénétrer dans l'appartement. Je me suis demandé ce qui nous attendait à l'intérieur.
Et surtout si l'assassin était encore sur les lieux. Les minutes m'ont paru des heures. J'attendais sans savoir ce qui allait se passer, ni ce que j'allais découvrir. À l'arrivée des renforts, les agents pénètrent avec précaution dans le logement, mais l'agresseur s'est envolé. Mon mari m'a téléphoné. Il a dit « Krista a été tuée ». Sa voix s'est brisée et il a raccroché. Et je ne savais pas si elle était morte dans un accident, ni ce qui lui était arrivé. Krista Hoyt portait des traces d'agression sexuelle. On lui avait lié les poignets avec du gaffeur. Il y avait les mêmes éléments que sur la première scène de crime. J'avais vu juste et c'était un sentiment horrible. J'aurais préféré me tromper. Elle a été tuée d'un coup de couteau dans le dos. L'arme du crime est clairement du même type que le poignard utilisé dans les précédents assassinats. Autre élément révélateur, le corps de Krista a été mis en scène après sa mort, placé assis au pied du lit. Il est tout-puissant. Il manipule sa victime comme si c'était sa marionnette. Là encore, il y avait des mutilations post-mortem, de la poitrine notamment. Et la jeune femme avait été décapitée après sa mort. Il avait placé une étagère face au lit et posé la tête dessus, comme si elle regardait son corps. Une mise en scène macabre. Il voulait qu'on ait peur en découvrant le corps, et il a réussi. J'aurais été terrifié de découvrir un tel spectacle. Nous avons été anéantis. Comment aurions-nous pu imaginer qu'une chose pareille arriverait à quelqu'un que nous chérissions tant? Lorsqu'un individu pratique des mutilations sexuelles, cela suffit à nous orienter vers un profil schizophrène. Un schizophrène perd périodiquement prise avec la réalité. Mais à certains moments, il est parfaitement maître de lui. Le message envoyé à la police était « Je suis un être malfaisant. Attrapez-moi si vous le pouvez ». Les services de l'État de Floride et du gouvernement fédéral dépêchent des équipes à Gainesville, où les spéculations vont bon train. La ville bruissait de rumeurs. C'était sûrement un livreur de pizza. Les policiers n'avaient aucune piste et ne savaient pas où le meurtrier allait frapper. Les policiers et les agents du FBI redoublent d'efforts. Ils recherchent le moindre indice qui pourra les mettre sur la piste du tueur. Dans une affaire comme celle-ci, nous tentons de remonter aussi loin que possible dans la vie des victimes. Elles ont sans doute été repérées parce qu'elles se rendaient dans les mêmes endroits. Peut-être ont-elles des amis communs. Dans des dossiers brûlants comme celui-ci, cette étude est cruciale. Il faut comprendre à quel moment leurs chemins se sont croisés. Malheureusement, les enquêteurs ne découvrent que peu de liens entre les jeunes femmes assassinées. Elles n'avaient rien en commun. C'étaient toutes des étudiantes, mais à part ça, rien ne les reliait. Tandis que la cellule d'enquête décortique les déplacements des victimes avant leur mort, les profileurs du FBI dressent un premier portrait du tueur. Un profil ne permet pas d'identifier une personne en particulier, mais plutôt un type de personne. La préparation d'un profil peut se résumer en 4 étapes. D'abord, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, on se demande pourquoi. Pourquoi a-t-il utilisé un grand couteau? Pourquoi ces mutilations ont-elles été faites post-mortem? Puis on essaie de se représenter le déroulement des faits. Et enfin, on esquisse les traits dominants de l'agresseur non identifié. Qui a pu faire ça? Pour quelles raisons? Et dans cet ordre? Pour moi, il s'agissait d'un homme blanc entre 25 et 35 ans.
Il était très bien organisé et il avait parfaitement planifié son forfait. Il avait apporté son rouleau adhésif avec lui et l'avait remporté, sans oublier de laver les corps au savon. Il était extrêmement précautionneux, ce qui nous a conduit à penser qu'il avait un lien avec la police. Hélas, un profil n'est qu'un outil imparfait pour aider les enquêteurs. Seule certitude, les habitants de Gainesville sont frappés de terreur. Un premier crime sauvage est commis dans une ville universitaire. Et voilà qu'un second se produit juste après. C'est le signe qu'un tueur en série rôde dans la région. Et comme la population n'a jamais vu ça, c'est la panique. On ne sait pas qui est le tueur. Est-ce qu'il nous en veut personnellement? Tout le monde est terrorisé. Les agents du FBI, les policiers de Gainesville et d'autres membres de la cellule d'enquête forment des équipes pour explorer des pistes et patrouiller dans la ville. J'avais posté des policiers en uniforme à chaque coin de rue. Je voulais qu'ils comprennent le message. Si tu restes ici, si tu persistes à tuer à Gainesville, à tuer près de l'université de Floride, alors on t'aura. Any major like security system or anything in our apartment building, so it won't be that hard to break in. Au sein du FBI, le Centre national d'analyse des crimes violents emploie 150 coordinateurs. Sa représentation dans des films comme Le Silence des agneaux l'a rendu célèbre dans le monde entier. En l'espace de 24 heures, 3 jeunes étudiantes ont été sauvagement assassinées dans le périmètre de Gainesville, en Floride. Les forces de l'ordre sont maintenant certaines qu'un tueur en série opère dans le secteur et elles comptent sur l'aide des experts en criminologie du FBI. Il veut faire comprendre que c'est lui qui dicte les règles et il défie la police. Ces crimes ne sont pas de simples coups de folie. Il en tire une satisfaction personnelle. Les profileurs du FBI informent quotidiennement la police de la progression de leur analyse. Le suspect était probablement au chômage ou affecté à une tâche subalterne nécessitant peu de compétences. C'était quelqu'un de fort physiquement. Son intelligence devait se situer entre la moyenne et au-dessus. Il était narcissique, très centré sur lui-même. Les risques qu'il prenait lui importaient peu. La pression monte et la police locale est submergée de signalements. Tout le monde soupçonnait tout le monde. Des gens appelaient pour dénoncer une personne qui ne leur revenait pas, ou des voisins. Nous devions étudier chaque piste pour ne rien laisser au hasard. Le 27 août 1990, la police de Gainesville tient une conférence de presse pour alerter les citoyens sur le danger qui les guette. J'avais 2 messages à transmettre aux étudiants. D'abord, que nous étions sûrs d'arrêter le coupable. Ensuite, que nous ne le ferions pas tout seuls. Les victimes potentielles, c'était eux. Ils devaient être plus vigilants que jamais. Mais cet avertissement arrive trop tard. Dans la matinée du mardi 28 août, le gardien de la résidence Gatorwood reçoit un appel préoccupant. Un ami de Manuel Taboada s'inquiète. Voilà des jours qu'il tente de joindre au téléphone le jeune homme et son ami, Tracy Paules, tous deux âgés de 23 ans. Le gardien accepte de laisser l'ami de Manuel pénétrer dans l'appartement. Mais dès qu'ils ouvrent la porte, ils comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. L'assassin était rapide, mais les forces de l'ordre n'ont pas mis longtemps à arriver sur place.
Les hommes qui ont ouvert la porte ont mentionné la présence d'un sac noir. Avec beaucoup de sagesse, ils ont laissé à la police la tâche de pénétrer sur les lieux. Et là, le sac noir avait disparu. Nous n'étions pas loin du meurtrier. La zone est immédiatement bouclée et pour la troisième fois en l'espace de quelques jours, le lieu du crime est passé au peigne fin. Tracy a été retrouvée dans le couloir, allongée sur le dos. Ses poignets portaient des marques d'adhésif et l'assassin a là aussi passé un certain temps avec elle. Le tueur l'a traînée depuis sa chambre jusque dans le couloir. Là, il a mis son corps dans une position dégradante pour l'humilier même après la mort. C'était délibéré. Il voulait aussi choquer et effrayer les enquêteurs qui viendraient sur les lieux. L'autopsie révèle que Tracy a été violée, puis poignardée à 3 reprises dans le dos, avec un poignard similaire à celui utilisé dans les meurtres précédents. Son corps a lui aussi été lavé et mis en scène, mais cette fois, aucune mutilation n'est constatée. S'il n'a pas mutilé Mademoiselle Paulès, c'est certainement à cause de ce qu'il a vécu avant d'arriver à cette étape. Manuel Taboada est retrouvé sur son lit. Le tueur l'a attaqué avec une rapidité fulgurante. Il a sauté sur le lit et l'a poignardé à plusieurs reprises, au niveau du visage, du cou, de la poitrine, de l'abdomen, des bras et de la jambe droite. Les plaies au bras étaient caractéristiques de blessures de défense. La lutte a été violente. Tout porte à croire que le jeune homme a été tué en premier. Manuel Taboada était un garçon athlétique, 1,85 m, musclé, en bonne condition physique. Du genre difficile à maîtriser, à moins de l'attaquer par surprise. C'est le 3e jour d'affilée que la police scientifique part à la recherche d'indices sur une scène de crime sanglante. Un verrou fracturé suggère qu'une fois de plus, le tueur s'est introduit par la baie vitrée coulissante. Dans les 3 cas, les traces d'effraction proviennent d'un tournevis. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le tueur a encore frappé et cette fois, l'une de ses victimes est un homme. Le fait qu'il ait attaqué cet homme et lutté avec lui est le signe qu'il se sentait tout puissant. Un vent de panique s'est abattu sur la ville. On était terrorisés. À la maison, on organisait des tours de garde la nuit, tellement on avait peur de dormir tous au même moment. J'ai moi-même installé ma femme et ma fille à l'hôtel, parce que ma femme ressemblait à une des étudiantes assassinées. Je n'agissais pas seulement en officier de police, mais aussi en mari et en père de famille. Des parents appelaient pour savoir s'ils devaient retirer leurs enfants de l'université. Malgré le déploiement de policiers, on ne pouvait pas garantir la sécurité à 100%. Les parkings étaient remplis de patrouilles de police qui recherchaient le suspect. Toute la ville vivait dans la terreur. Personne ne se sentait à l'abri. Les ventes de battes de baseball et d'armes à feu explosent. Les foyers d'étudiantes embauchent des vigiles à plein temps. Certains ferment carrément. Le président de l'Université de Floride a annulé une semaine de cours. Chaque étudiant pensait qu'il serait la prochaine victime. Le même jour, la police de Gainesville repère 2 individus suspects près d'un bois à la périphérie de la ville. Au cours d'une patrouille, l'un de nos adjoints a intercepté 2 hommes, un blanc et un noir, à la lisière du bois. L'homme blanc s'est enfui, le noir est resté. Le suspect blanc parvient à s'échapper,
Mais au cours de la poursuite, les policiers tombent sur un campement de fortune. Ils y découvrent du matériel de camping, des sacs, des vêtements et des billets de banque tachés d'encre rouge. Une semaine avant les premiers meurtres, une banque de Gainesville avait été attaquée par deux hommes, un blanc et un noir. L'homme capturé par la police avoue sa participation au hold-up et révèle le nom de son complice, Mike Kennedy. Mais ce dernier demeure introuvable. Les enquêteurs lancent un avis de recherche et saisissent les objets découverts sur le campement. Les techniciens de scène de crime du comté d'Alachua les ont versés au dossier du hold-up de la banque. Mais faute de nouveaux éléments, la piste de Mike Kennedy est laissée de côté. Ce sont avant tout les homicides qui mobilisent les forces de l'ordre. Et pour le moment, la cellule d'enquête piétine jusqu'à ce qu'un nom ressorte plusieurs fois du lot. Plusieurs pistes convergeaient vers Ed Humphrey. Sa présence avait été signalée sur le campus et près des résidences du fait de son comportement bizarre. On a immédiatement embrayé là-dessus. Les enquêteurs apprennent vite qu'à l'instar de Manuel Taboada et de Tracy Paules, Ed Humphrey vivait à la résidence Gatorwood. Le 30 août, il découvre que le jeune homme a récemment agressé sa grand-mère. Dès qu'on a su qu'il était violent, on a mis son nom en tête de liste. La police de Floride interroge Ed Humphrey pendant plusieurs heures. Il est apparu qu'il possédait une connaissance poussée de ce qui s'était passé sur les différentes scènes de crime. La position des corps, la façon dont tout avait été nettoyé. Ça nous a profondément intrigués. C'était vraiment bizarre comme interrogatoire. Il faisait un coupable idéal. Désormais, la police de Gainesville s'intéresse de près à Ed Humphrey. C'est le suspect numéro 1 dans l'assassinat des 5 étudiants. Edward Humphrey a été placé en détention provisoire pour l'agression de sa grand-mère. Elle n'a pas voulu porter plainte, mais l'État n'a pas hésité. Le 6 septembre 1990, un juge autorise la police à perquisitionner le véhicule d'Ed Humphrey, son appartement et la maison de sa grand-mère. Très souvent, les tueurs en série collectionnent des objets. Ça fait partie de leur profil. On savait qu'un certain type d'outils avait été utilisé pour pénétrer sur les lieux. Et on recherchait aussi un grand couteau. Un seul de ces éléments suffisait. Nos experts ont retrouvé plusieurs couteaux et aussi des tournevis. Ça pouvait très bien être ce qu'on recherchait. Des échantillons de salive, de cheveux et de sang sont également prélevés sur le suspect et comparés à ceux trouvés sur les scènes de crime. On était encore au tout début des tests ADN. Il a fallu 21 jours pour obtenir sa signature génétique. Nous avons appris par les médias qu'Ed Humphrey était le suspect numéro 1. La nouvelle nous a beaucoup troublés. Nous ne savions pas s'il fallait y croire, parce que la police ne nous avait pas dit si c'était vrai. En octobre, le jeune homme est jugé pour coups et blessures aggravées sur sa grand-mère. Il est condamné à 22 mois d'internement en hôpital psychiatrique. Mais quelques semaines plus tard, c'est la stupeur. Les résultats des tests ADN sont négatifs. Rien ne permet de lier Ed Humphrey au meurtre. La police est dans l'impasse. On n'a trouvé aucune trace de sa présence sur les lieux. On était partagés. Est-ce que c'était lui? Quelqu'un d'autre? Ou lui et quelqu'un d'autre?
Du jour au lendemain, ils l'ont lavé de tout soupçon. Pour nous, les familles, c'était très perturbant. Comment savoir ce qui s'était passé? Est-ce que Mem le savait? Je me suis dévoué en quelque sorte. J'ai dit, si je ne résous pas cette affaire, j'enquêterai jusqu'à ma mort. Ne pas savoir qui avait commis ces crimes était une vraie souffrance. On ne pouvait pas tourner la page, on ne savait pas à qui faire appel. L'enquête est au point mort. La police se tourne vers le FBI et son programme pour l'appréhension des criminels violents, baptisé VICAP. Il s'agit d'une base de données à travers laquelle les agents peuvent comparer les éléments précis de leur enquête avec ceux d'autres crimes violents. La description de la victime, la façon dont on l'a assassinée. Est-ce que son corps était mis en scène? Comment l'agresseur a pénétré sur les lieux? On répond à toute une série de questions et on obtient la liste des crimes qui présentent des similitudes. Cette méthode est utilisée pour identifier un suspect grâce aux informations recueillies sur des scènes de crime sans lien direct apparent. Très vite, une piste prometteuse est retenue. On a eu un contact en Louisiane. La police locale de Shreveport nous a signalé un triple meurtre qu'elle n'avait jamais élucidé. On a aussitôt comparé les deux dossiers. Tom, Julie et Sean Grissom ont été sauvagement assassinés un an plus tôt, en novembre 1989. Tom Grissom et son petit-fils Sean ont tous les deux été retrouvés poignardés dans le salon. On a découvert Julie Grissom dans la chambre à l'arrière de la maison. Elle était totalement nue. Il l'avait assise au bord du lit, les bras autour de la tête. Il avait même pris le temps de répandre ses cheveux autour de son visage. Elle avait été poignardée 3 fois dans le dos. Comme à Gainesville, le tueur a tenté de nettoyer la scène du crime. Il a lavé son corps. Il l'a totalement déshabillée et a mis ses vêtements dans la machine à laver. Ça lui a permis de détruire tous les indices qu'on aurait pu retrouver. Il a assis son corps sur le lit pratiquement comme celui de Sonia Larson. Là encore, du ruban adhésif avait été utilisé par le tueur, puis remporté. Il n'y avait aucune preuve physique, mais beaucoup de points communs entre les tueries de Gainesville et celles de Shreveport. Tous les policiers qui ont pénétré dans la maison ont été choqués et horrifiés. C'était bien la preuve qu'on avait affaire à un monstre, une personne sans aucun respect pour la vie humaine, bien déterminée à suivre la mission qu'elle s'était fixée. Les autorités concluent rapidement que l'arme du crime correspond à celle utilisée à Gainesville. C'était terrifiant. Ce type était là, quelque part, et on ne savait pas qui c'était. Mais le tueur de Shreveport a lui aussi été profilé par le FBI. Ils ont dit qu'il s'agissait probablement d'un homme blanc, d'une trentaine d'années. D'après les éléments relevés, il avait un lien avec la police. Un profil qui fait frémir les enquêteurs de Gainesville. Les photos du meurtre de Shreveport et les nôtres étaient extrêmement similaires. Les enquêteurs des deux juridictions concentrent alors leurs recherches sur les personnes présentes en Louisiane et en Floride au moment des faits. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre. La police de Shreveport reçoit un appel qui relance l'enquête. La police de Shreveport a appris qu'un homme, originaire de leur ville et recherché pour tentative de meurtre sur son père, avait été arrêté pour vol dans une ville au sud d'ici, à Ocala, en Floride. Ils nous ont aussitôt prévenu qu'un suspect de Shreveport avait été arrêté en Floride. Calez-vous bien contre le dossier. Reculez.
Les policiers de Floride et de Louisiane s'intéressent désormais à Denny Rolling, un homme de 37 ans qui vient d'être arrêté pour vol à Ocala, en Floride. Police, lâchez votre arme, à terre. À première vue, son profil correspond à celui établi par le FBI. Son père avait pris sa retraite de la police de Shreveport. En mai 1990, Danny Rolling habitait avec ses parents ici même. Tu n'es qu'un vaurien. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Il était agressif, combatif. Il vivait avec son père, un homme très exigeant. C'était ça qu'il fallait faire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, bien sûr? Il a tué son père et il a pris la fuite. Ça nous a mis la puce à l'oreille. On a mené une enquête sur son passé. C'était un voyeur dans sa jeunesse. Puis il est passé au vol, à l'effraction et à l'agression sexuelle. Les policiers découvrent que Rolling a été incarcéré pour vol à main armée en Géorgie, en Alabama et dans le Mississippi. En examinant son dossier, ils se souviennent du suspect qui leur a échappé dans les bois en août et qui est soupçonné de braquage de banque. Son complice prétend qu'il s'appelle Mike Kennedy, mais est-ce vraiment le cas? C'était un braqueur en fuite. On a fait le lien avec le hold-up de la banque à Gainesville. Le mode opératoire était le même que pour les attaques d'épicerie qu'il avait commises. Alors on a ressorti tous les éléments qu'on avait trouvés dans le campement des bois. Très vite, les enquêteurs font une découverte capitale. Parmi les objets trouvés au campement, il y a un magnétophone contenant une cassette. Sur la bande, la voix est celle de Denny Rolling. I know I'll have to run the rest of my life, but I'm getting pretty good at it. So I don't want you feeling sorry for me. I don't want you worrying about me. I'm a big boy. I'll take care of myself. We're all down here for just a breath anyway. Well, I'm gonna sign off for a little bit. I got something I gotta do. Ce message inquiétant a sans doute été enregistré avant le premier meurtre perpétré à Gainesville. Ça a été un gros soulagement. On savait qu'on le tenait. Le temps jouait pour nous, parce qu'on savait où il était. Dans une prison fédérale. Et il y avait peu de risques qu'il s'en échappe. Des agents spéciaux de la police de Floride sont allés interroger Rolling à la prison du comté de Marion. Il n'a rien avoué, mais il a accepté de se soumettre à une prise de sang. En décembre 1990, les tests ADN réalisés sur ces prélèvements sont concluants. C'est le même ADN qui a été retrouvé sur les 3 scènes de crime. Ces résultats ont scellé son sort. C'était le lien qui le reliait aux 3 massacres. C'était une preuve directe. Il n'y avait pas mieux. Denny Rolling est mis en examen pour 5 homicides volontaires, 3 cas de violence sexuelle et 3 vols à main armée. Son procès est fixé au 1er septembre 1993. Mais un mois à peine avant cette date, le prévenu contacte les autorités. Il veut parler. Quand il est arrivé dans la salle d'interrogatoire, il avait l'air doux, très humble. Mais vu ses crimes ici à Gainesville et sa personnalité, c'était de la pure comédie. Rolling échafaude un plan étrange. Il accepte de tout révéler, mais seulement par l'intermédiaire de son codétenu Bobby Lewis. Danny Rolling était un grand manipulateur. Une façon de montrer son pouvoir a été de dire à la police « D'accord, je vais parler, mais seulement à travers mon codétenu. Si vous voulez mes aveux, ce sera à cette condition. »
On demandait à Danny de confirmer ou d'infirmer ce que disait Bobby. C'était très bizarre comme situation. Je n'avais jamais vu ça. Il a dit à Bobby Lewis qu'il se déplaçait en vélo, que c'était le plus rapide pour traverser la ville. On pense qu'il passait de résidence en résidence à vélo pour repérer ses victimes. On était à une semaine de la rentrée. 50 000 étudiants étaient en ville. Tous se déplaçaient à bicyclette ou en voiture. C'était l'embouteillage permanent. Et il s'est fondu dans la foule. Danny Rolling finit par reconnaître les 5 assassinats de Gainesville. Je pense que Rolling savait qu'il était coincé, que nous avions les preuves pour le faire tomber. Il avait juste besoin d'être confronté à l'évidence. Connaître enfin l'identité du meurtrier de Krista nous a retiré un poids. Bizarrement, Rolling refuse d'évoquer l'assassinat de la famille Grissom à Shreveport. Il nous a déclaré qu'il en dirait plus sur le sujet en temps voulu. Les enquêteurs sont surpris par ce qu'il leur annonce ensuite. Il a dit qu'il voulait tuer 8 personnes pour les 8 ans qu'il avait passés en prison. C'était ça son mobile. Une victime par année passée derrière les barreaux. Pour moi, c'est une fausse raison. Danny Rolling aurait continué à tuer, mais il a dit qu'il s'était fixé une limite à 8 victimes pour ne pas concéder la victoire à la police. C'était sa façon de dire « je me suis arrêté tout seul ». À l'ouverture du procès, Danny Rolling surprend le tribunal. Au lieu de plaider la folie, il reconnaît publiquement ses crimes. I've been running from first one thing and then another all my life. But there are some things that you just can't run from, and this being one of those. Je crois qu'il a plaidé coupable pour ne pas avoir à rester dans le box des accusés et écouter le récit de ce qu'il avait fait subir à ses 5 gosses. Il ne voulait pas entendre. Au cours de la présentation des preuves, l'accusé affirme que son passé d'enfant maltraité l'a poussé à devenir un criminel. Les sévices que Danny Rolling aurait subis de la part de son père, les mauvais traitements, le chantage émotionnel, ont sans doute eu un impact sur son passage à l'acte. Mais ce qui a surtout joué, c'est qu'il s'est senti abandonné par sa mère qui aurait dû le protéger. C'est de là que venait sa colère contre les femmes. On a dû batailler pour tout, batailler pour obtenir la condamnation à mort. Je suis infirmière. Tuer des gens n'est pas dans ma philosophie. Mais quand il a dit que la nuit, dans sa cellule, il regardait les photos des 5 étudiants et qu'il se souvenait de tout ce qu'il leur avait fait, alors là, je me suis dit qu'il fallait l'arrêter. Il méritait de mourir. Le 20 avril 1994, Danny Harold Rolling est condamné à être exécuté par injection létale pour l'assassinat de Sonia Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Manuel Taboada et Tracy Paules. I regret with all my heart what my hand has done. Je n'ai pas cru à ses excuses. Il n'a jamais rien regretté. Je crois qu'il a longuement planifié ces assassinats. Il savait ce qu'il voulait faire et comment il allait s'y prendre. Non, il n'était sûrement pas désolé de ce qu'il avait fait. Danny Rolling était un tueur en série et un sadique sexuel. Il se nourrissait de la peur de ses victimes et il aimait les voir souffrir. Il prenait plaisir à tuer. Il a dit qu'il aimait voir l'étincelle de vie quitter les yeux de ses victimes. Il aimait tuer. Et il n'en était pas à ses premières victimes. Par la suite, Rolling est confondu par son ADN pour les meurtres commis à Shreveport.
Il a été mis en examen par un grand jury en Louisiane pour ses crimes. Mais son extradition vers cet État n'a pas été demandée, puisqu'il était clair qu'il serait exécuté ici. Cette affaire nous a beaucoup touchés, d'abord parce que ça s'est passé ici, et parce qu'une des victimes était un enfant. C'est un drame qui n'aurait jamais dû frapper cette famille. Si Dieu l'avait voulu, on aurait résolu l'enquête ici, et 5 jeunes gens auraient été encore en vie. C'est ça qui fait mal. C'est ce qui m'a le plus marqué. Le 25 octobre 2006, Denny Harold Rolling est exécuté. C'est avec des sentiments mitigés que j'ai assisté à son exécution. Par sa faute, ma vie a basculé dans la tourmente. Il nous a regardés pendant son exécution. Il a tourné la tête vers nous et il nous a fixés jusqu'à la fin. Cette affaire a marqué tous ceux qui ont été impliqués et tous les habitants de la ville. Les gens ont été profondément affectés. On a tous été touchés. Comment faire autrement? La vie leur tendait les bras. Ils étaient beaux, ils étaient brillants. Et je n'ai pas su les protéger. On ne se remet jamais de la perte d'un être cher. La mort de Krista nous affecte encore aujourd'hui. Mais le lendemain de l'exécution, on a senti un poids en moins. J'ai compris que je n'avais plus à mener cette bataille. C'était terminé.